ou pas. Jérôme, bienvenue. Jérôme, délégué du CIVL, délégué général. Comment ça va, Jérôme? Ça va, merci beaucoup. Merci. Allez, un mot Ouais. pour ouvrir cette matinée à vous aussi. Le mot d'accueil, c'est quoi, Jérôme? Mot d'accueil, c'est que c'est une journée qui est importante. Aujourd'hui, notre filière est à un tournant. On va le voir toute la journée. Elle est à un tournant parce que les choses évoluent de plus en plus vite. Elles sont en train de changer. C'est important qu'on fasse ce point ce matin sur le marché des vins rouges, que ces changements, ils vont arriver. Et plus on sera prêt pour les anticiper, plus on sera sur la trajectoire gagnante demain, en fait. On va parler avec vous de l'évolution de ces tendances des marchés. On va peut-être voir un visuel qui va arriver incessamment. Comprendre ces évolutions sont d'abord des chiffres. Et pour bien comprendre, Jérôme, on va commencer avec quels chiffres précisément? On a justement ces changements, en fait, c'est pas des changements qui sont d'aujourd'hui, c'est des tendances de fond qui traînent. Pardon. Oui, c'est des tendances de fond qu'on repère depuis des années. Cette première analyse, c'est le nombre c'est la quantité achetée par consommateur et par tranche d'âge. En fait, en 10 ans, on a perdu des consommateurs, on a perdu des volumes pour toutes les tranches d'âge. Et ça, c'est quelque chose qui est inéluctable et qui va continuer. Vous voyez, la tranche d'âge de moins de 35 ans cette année, ils consomment à peu près 34%, pardon, ils consomment 13% ils achètent 13 bouteilles par an, pardon. Ça veut dire que quand ils auront 10 ans de plus, ils achèteront plus 27 bouteilles. Ils en achèteront peut-être 20, 22. Donc ça va continuer à baisser en fait. Donc on se rend compte avec le futur que ça c'est une tendance qui va arriver. On a de moins en moins de ventes de vin dans la consommation française. Jacques Graujal le disait tout à l'heure, l'export fait partie des orientations qu'il va falloir prendre. Mais ensuite, ce n'est pas inéluctable, et on va le voir dans le reste de la présentation, même si comment dire, il y a moins de consommation de vin, on doit être capable de répondre mieux à chacune des demandes pour pouvoir faire en sorte d'être quand même dans les 50 bouteilles qui sont consommées par les 50 ans et plus, ou dans les 27 bouteilles qui sont consommées Juste par une les question, Jérôme, qui vient à l'idée là, c'est quelles sont les raisons? Pour quelles raisons la tendance est à la baisse? Il y a une tendance globale générale qui correspond à la fois aux attaques qu'on a subies du gouvernement contre le vin. Et vin? Oui, en particulier, effectivement, quand on dit que le vin n'est pas bon pour la santé, à un moment donné, ça fait du mal à la filière, mais pas que. Il y a un changement de mentalité, on va le voir un peu plus loin dans les transparents. Il y a un changement de mode de consommation. La consommation du vin au repas pour tous les jours a pas mal disparu. Quand on regarde, si on avait même un chiffre d'affaires, et on va le sortir tout à l'heure, en fait, on a beaucoup, sur les consommations par chiffre d'affaires, le consommateur consomme beaucoup moins, mais il va garder le même budget dans sa consommation de vin, en fait. Donc, données rassurantes, quelque part. Oui, tout à fait, ouais. Justement, en fait, quand on regarde comment là, ce sont les quantités achetées ce sont les pourcentages de foyers acheteurs, c'est-à-dire le nombre de consommateurs par catégorie de prix. En fait, on a surtout perdu des volumes à moins de 2,50 € la bouteille. On est à moins 24%. On est à peu près stable sur les catégories de 2,50 à 5 €. Et par contre, on est en forte croissance sur les catégories à entre 5 et 10 € et à plus de 15 €. On a une bonne progression aussi. En fait, les gens consomment moins, mais ils consomment beaucoup mieux. Le chiffre d'affaires par ménage qu'ils mettent dans une bouteille de vin, lui, n'a pas baissé, en fait. Je continue. Nouveau visuel. Voilà. On repart faire un tour à l'étranger, donc comme on l'évoquait avec Jacques Graujal il y a un instant. Qu'est-ce qui ressort des ventes là? Alors, c'est un élément très important, c'est que, en fait, les premiers chiffres, c'est le marché total des vins en France. Et si je mets par-dessus les chiffres du Languedoc, les chiffres sont encore plus impressionnants. On est en train d'évoluer beaucoup plus vite que le marché français. Et ça, je vous ai comparé à l'export entre le total de la France à droite et la partie Languedoc à gauche, c'est pour les AOC. Sur l'Allemagne, par exemple, on a quasiment doublé le prix de vente-export de nos exportations d'AOC, alors que la France est plutôt à moins 1% sur le prix à l'export. En fait. On est entre 2010 et 2018, Jérôme, donc 8 oui, ans. Hein. Sur 8 ans, tout à fait.
Et sur cette période-là, la Belgique, on a progressé de 70% de notre chiffre d'affaires sur notre prix sur la Belgique, quand la France est à peu près stable, est à plus 2. Sur le Royaume-Uni, on est à plus 50% sur le prix vendu de nos vins sur ce marché-là, quand la France est à plus 40. Et quand on compare sur des pays comme les États-Unis, on a doublé le prix de vente en 8 ans. Sur la Chine, on a aussi multiplié par 50%. En fait, notre vignoble est en train de changer de positionnement. Il était sur un positionnement plutôt entrée de gamme sur l'export, et il est en train de se positionner aujourd'hui sur un niveau qui est le niveau des AOC français. En fait. Donc ce changement de gamme va avoir une implication très forte dans un contexte global de montée en gamme, comme j'expliquais tout à l'heure. Le repositionnement du Languedoc est plus rapide que tout le monde. En fait. Il est le plus rapide des vignobles français, ce qui fait qu'en fait, on va être obligé de s'adapter plus vite que les autres aux changements qui sont en train d'arriver. Ces changements, Jacques Gravejal en parlait tout à l'heure. On a 4, en fait, 5 thèmes là qui sont très importants sur les études qui ont été faites là. On commence par quoi? Les habitudes de consommation, elles sont en train de changer, elles ont déjà pas mal changé. La première chose, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment hors domicile, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le repas de midi au restaurant ou le soir, qui vont sortir plus souvent. Et donc, on ne va pas consommer le vin de la même façon quand on est dehors, au restaurant, ou quand on est à la maison, en fait. La deuxième chose, c'est qu'il y a une simplification globale des repas. Avant, on avait toujours 3 repas, l'entrée, le plat principal, le fromage, le dessert. Et donc, parfois même, on pouvait mettre dans les repas de fête, on mettait des vins pour chacun des plats, en fait. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. On prend un vin qui va faire tout le repas. Donc, ça veut dire des vins qui vont être capables d'aller à la fois sur la salade, sur la viande, sur le fromage et sur le dessert, en fait. Un vin multicasquette. Exactement, oui. On va avoir aussi une apparition rapide du snacking à domicile. Le cas typique, c'est la soirée match de foot avec une pizza. Et bien ce soir-là, on prend de la bière en fait. On prend plus du vin. C'était hier soir. et on perd des occasions de consommation dans ce type de repas. Le consommateur n'a pas l'idée d'ouvrir une bouteille de vin quand il va prendre une pizza dans un match de foot en fait. Et donc, c'est des modes nouveaux de consommation. Dans le passé, on ne mangeait pas devant sa télévision. Il y a aussi un élément, le repas zappé. C'est-à-dire qu'en fait, à midi, de plus en plus de gens font des pauses très courtes, prennent juste un sandwich, ne s'arrêtent pas pour pouvoir faire la journée continue. Et là aussi, c'est une perte d'occasion de consommation du vin. On ne s'assied plus pour un repas dans la famille où on peut prendre un verre de vin. Et puis les temps changent, on a aussi la nourriture qui est livrée à la maison aujourd'hui. Alors oui, tout à fait, ça c'est la dernière nouveauté qui est en train d'émerger, c'est Uber Eats, c'est Deliveroo, ce sont ces applications par Internet qui facilitent la capacité de commander dans un restaurant et un cycliste qui vous amène ça à la maison. Mais là aussi, on n'est pas certain aujourd'hui que le consommateur qui a acheté un plat chinois et qui se l'est fait livrer à la maison, il va ouvrir une bouteille de vin avec ça en fait. Voilà. Donc les tendances de consommation ont évolué, elles vont continuer à évoluer et en fait, notre consommateur, lui, si on veut continuer à le garder, il faut être capable de lui proposer des produits qui vont répondre à cette attente. On a compris. On va parler de consommation plus responsable maintenant, Jérôme, avec ce nouveau visuel. Expliquez-nous. Alors oui, effectivement, parmi les grandes évolutions, et Jacques Gravejal l'a évoqué tout à l'heure aussi, quand on interroge les consommateurs sur les aspirations, alors ce n'est pas que lié au vin, c'est lié à tous les produits alimentaires qu'ils achètent. Mais ils disent « je veux un produit du commerce équitable ». Pour au moins un tiers des consommateurs, je veux qu'on m'assure que le vigneron, au départ, il a gagné sa vie, que le négociant il gagne sa vie et que la valeur ajoutée est répartie entre tout le monde. Je veux le local sourcing, c'est-à-dire je veux savoir que ça vienne d'à côté. Alors dans le vin, je veux savoir d'où ça vient, c'est-à-dire à partir du moment où je suis capable de dire que c'est une appellation qui vient du Languedoc ou c'est une IGP qui vient des Pays d'Oc, ça marche aussi. Mais il a besoin de savoir d'où ça vient en fait. Je veux de l'anti-gaspillage, c'est-à-dire j'en ai marre des emballages, des suremballages, je préfère la bouteille en verre parce qu'elle se recycle en fait. Et pour 81% d'entre eux, c'est énorme en fait ce chiffre-là, je veux pouvoir protéger l'environnement. J'achète des produits respectueux de cet environnement. Et là, on revient à la discussion tout à l'heure sur le HVE, à la discussion sur le bio. Et quand les consommateurs nous disent ça, ça veut dire que tôt ou tard, ils vont tous demander ce genre de choses. 80%, c'est un chiffre énorme en fait. D'accord. Juste un mot sur l'étude, sur les données que vous nous transmettez là. Elles viennent d'où ?
Alors, c'est une étude, c'est le panel Kantar. C'est un panel qui interroge les consommateurs régulièrement, tous les mois, sur leur consommation de produits alimentaires en France. En fait, ils ont un très, très gros panel. Je crois que c'est près de 10 000 consommateurs qui, tous les mois, renseignent ce panel. Nous, on l'utilise habituellement pour la consommation de vin, pour voir comment les vins évoluent. Et les premiers chiffres sont issus de cette enquête. Et de temps en temps, on élargit le champ et on essaie de voir, au-delà du vin, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame. Parce que les grandes tendances de consommation, elles ne sont pas toutes à émerger dans le monde du vin, mais elles émergent souvent dans d'autres produits alimentaires, peut-être plus réactifs au marché. Mais de toute façon, on finit par les voir arriver dans le marché du vin. Et c'est une tendance, le panel Kantar, on le suit depuis une trentaine d'années. Et en fait, les tendances nouvelles ont émergé dans le panel Kantar, et après, elles s'adaptent au vin. Un outil précieux pour le CIVL. Hein. Tout à fait, oui, oui. On va parler avec vous maintenant, Jérôme, du vignoble qui doit s'adapter pour répondre aux nouvelles demandes des consommateurs. Vous dites ça veut dire quoi? Quand on a vu ces tendances de consommation, où on a une évolution de consommateurs, une évolution de leur manière d'acheter le vin, une évolution de leur porte-monnaie, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'ils achètent moins, qu'ils achètent mieux. En fait, ce qu'on se dit en plus, c'est que c'est structurel. C'est-à-dire qu'en fait, on ne reviendra pas en arrière. On ne reviendra pas au vin à table comme une boisson aliment. De l'époque. De l'époque, exactement. Donc ça veut dire qu'effectivement, notre vignoble, qui était quand même le champion de ce marché-là il y a une trentaine d'années, il doit continuer à s'adapter pour répondre aux nouvelles demandes des consommateurs. Il a été le vignoble qui s'est le plus adapté ces dernières années. Il a déjà répondu à pas mal de ces demandes, mais il ne faut pas qu'on s'endorme et il faut que maintenant, ces nouvelles demandes qui apparaissent, en fait, on soit encore le champion de demain. En fait. D'où l'idée ce matin de transmettre ce que vous avez transmis et d'entreprendre dans les semaines, mois qui suivent. Tout à fait, oui, oui. On va parler du marché du vrac sur le Languedoc, Jérôme. Une des évolutions qui est en train d'apparaître et sur lequel on a une carte à jouer très forte, c'est ce qu'on voit émerger sur le marché du vrac. En bleu à gauche, c'était les prix du marché du vrac, c'était les volumes répartis par tranche de prix dans les années 2008 en fait. En bleu clair à droite, c'est la même répartition par tranche de prix cette année en fait. Il y a des explosions, hein. On le voit, 2008, il y a une donnée qui est impressionnante. Oui, à l'époque, on était autour de 70 € par hectolitre, c'est des chiffres sur les AOC. Cette année, on est à 150 € de moyenne en prix par hectolitre. Ça, c'est des données que vous avez déjà intégrées, qu'on communique régulièrement. Une information qui est très, très intéressante, c'est qu'en 2008, on avait pratiquement 50% des volumes sur la base de 70 € par hectolitre. C'est-à-dire qu'on avait un marché qui était hyper concentré autour d'un prix moyen. En fait. Cette année, en fait, on a un tiers à peu près en dessous de 130, 25%, enfin un quart à 140, un quart à 150 et un tiers quasiment au-dessus de 160. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus un marché du vrac aujourd'hui sur le marché des AOC du Languedoc, mais on en a 4 ou 5 en fait, par tranche de prix. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que le négoce en fait, a adapté sa production et achète des produits à différents prix pour répondre à différentes demandes consommateurs. C'est ce qu'on appelle la segmentation du marché. Ce qui est plutôt rassurant? Ce qui est rassurant, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas une manière de consommer le vin, il y en a plusieurs, et il y en a de nouvelles qui apparaissent tous les ans. Et donc, le négoce a déjà fait ce travail, et on va en parler tout à l'heure. Avec Gérard Bertrand. A déjà fait ce travail de dire, je fais un vin qui correspond à un consommateur, et donc, je vais faire des vins qu'on va acheter à des prix différents, parce que ça correspondra aussi à des qualités différentes. C'est ce que vous dites, là, justement, c'est le prochain thème qu'on va aborder, c'est un vin différent pour répondre à chaque segment de marché. C'est important, ça, Jérôme. Et effectivement, si on répartit la consommation de vin en France, ce sont des chiffres issus de la grande distribution. Par tranche de prix. En fait, on a 32% des volumes qui sont vendus en dessous de 2 €. Ça, c'est un chiffre 2018. On a 25% à peu près entre 2 et 3 €, 16% entre 3 et 4, 10% entre 4 et 5, et 10% entre 5 et 10, entre 5 et 7, et puis 7% pour au-dessus, en fait. C'est le chiffre 2018. Si je vous avais mis à côté le chiffre 2008, je
Je vous ai simplement mis les évolutions. En fait, on a eu une forte baisse des premiers prix et une forte hausse sur les autres catégories. En fait. Là aussi, le marché avant faisait 50% des volumes à moins de 2 euros et puis très peu dans les catégories dessus. Aujourd'hui, le marché est en train de s'étirer vers le haut. On a des progressions de 100% sur les catégories à plus de 7 euros. Et si on met, ça c'est pour l'ensemble des vins français, si on mettait les chiffres du Languedoc, je ne peux pas vous noyer de chiffres ce matin, en fait, on multiplie par 5 cette évolution. C'est-à-dire qu'on a des progressions à plus de 7 euros, de l'ordre de 500% en fait, par rapport au reste de la France. En fait. Et en gros, en fait, ça veut dire qu'est en train de s'ouvrir aujourd'hui sur le marché des catégories qui existaient qui étaient des niches avant, qui étaient des toutes petites catégories, qui deviennent plus des niches, parce que 10% du marché, sur 1 milliard de bouteilles consommées, ça représente quand même 100 millions de bouteilles en fait, à l'échelle française. En termes de niche, à 7 euros, on doit être capable de mettre toutes les AOC du Languedoc dedans. En fait, voilà. Le message est passé. Parlons de ce positionnement des AOC et IGP. Au niveau de cette segmentation, on a quelques chiffres, par exemple, sur le Pic Saint-Loup et sur le Bordeaux, par exemple. Alors oui, je voulais effectivement montrer une analyse globale, c'est-à-dire qu'effectivement, cette grande région, M. Gravejal l'a dit tout à l'heure, il y a des AOC, il y a des IGP. En fait, on a déjà construit cette hiérarchisation et elle est en train de s'affiner. On a des IGP de l'Hérault, par exemple, qui sont de la catégorie à moins de 3 euros. Les IGP de département sont dans cette catégorie-là. Les Pays d'Oc, aujourd'hui, sont dans la catégorie des 3 à 4 euros et ils sont leaders de ce marché-là. Et si on compare par rapport aux autres régions, en fait, ils sont en face Côte-du-Rhône régionale et en face Bordeaux régional. C'est-à-dire qu'en fait, Pays d'Oc, aujourd'hui, c'est la grande appellation régionale du Languedoc. Et on a réussi à positionner l'appellation, l'AOC Languedoc elle-même. Ce sont des prix vendus, grande distribution aussi. En face, les Bordeaux supérieurs. On a aussi... on est dans un mouchoir de poche, là, hein, sur en termes de prix. Oui, c'est ça. Et si j'avais mis, je n'ai pas eu la place, mais les Côtes-du-Rhône Village, on serait aussi sur le même niveau, en fait. Et donc, on a positionné l'appellation, enfin, l'IGP Pays d'Oc entre 3 et 4, en face les grandes appellations, et avec plus de succès finalement que les autres. L'appellation régionale entre 4 et 5, et puis en dessus de 5, et même très très au-dessus, et ça peut monter très vite. Le Pic Saint-Loup. Les appellations communales du Languedoc, j'ai pris le Pic Saint-Loup, mais on a aussi les terrasses du Larzac, les Minervois-la-Livinière, la Clappe, Cobia-Boutenac. Qui sont les fleurons en termes de prix là aujourd'hui? Et qui sont les fleurons, effectivement, ce sont des chiffres GMS, donc sont assez bas en prix, mais sur des circuits cavis, qui peuvent monter à 20-30 euros la bouteille. En fait. Ouais. D'accord. Voilà. Et donc, malgré tout, le schéma qu'on est en train de montrer, c'est qu'il reste, par exemple, une appellation comme Corbière, qui est positionnée plutôt dans un créneau où elle a la difficulté, puisqu'en fait, c'est un créneau où les prix se sont tirés, où il faut des rendements un peu plus élevés pour arriver à gagner sa vie. Et donc, on voit bien que c'est une appellation qui a encore besoin d'évoluer. L'appellation Corbière, en fait, elle devrait se situer dans le créneau quasiment au-dessus de l'appellation Languedoc. En fait. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a encore ce travail qu'il y a à faire. Sur les Corbières, on a aujourd'hui une offre qui est positionnée à ce niveau-là, mais il faudrait qu'à terme, tout se repositionne en fait. Et c'est un élément important, ça veut dire qu'effectivement, quand je parlais de segmentation tout à l'heure, ça fait qu'il faut qu'on réfléchisse segment par segment des produits qui correspondent à chacun des marchés en fait. On va passer maintenant à la montée en gamme qui implique une attente de consommateurs plus forte. Ça veut dire, Jérôme? C'est un peu cette synthèse de cette diapo-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se dit... donc, on a fait une montée en gamme, on l'a vu sur les positionnements de prix. Le marché qui est en croissance, c'est celui qui fait la montée en gamme. Mais ça veut dire aussi que le consommateur va attendre un produit différent quand il achète un produit à 7 euros, quand il achetait avant à 2,50 euros. En fait. On ne peut pas mettre la même bouteille, dans une bouteille différente vendue plus cher, le même vin. Ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'on travaille le produit pour qu'il réponde à la catégorie du dessus, parce que c'est là-dessus qu'on arrivera à faire de la croissance. En fait. D'accord, on va terminer avec vous, Jérôme Villaret, sur ce qu'il faut retenir de... Alors, on a eu beaucoup de chiffres ce matin, mais il y a quelques tendances qu'il faut intégrer. Quelles sont ces tendances ? Oui, j'ai l'habitude de terminer comme ça en général, c'est-à-dire j'ai dit beaucoup de choses là, un quart d'heure, mais s'il y a 4 choses que vous devez retenir aujourd'hui de la présentation, c'est que 1, les marchés se segmentent vraiment rapidement. 2, les segments qui sont en croissance, c'est sur le haut. Donc c'est ces segments-là qu'il faut tous viser en fait. Ouais.
Et 3, les consommateurs deviennent plus exigeants, de plus en plus. Et donc, il faut répondre à cette exigence, mais ça veut dire qu'il faut mieux travailler pour répondre à l'exigence. 4, désolé, ça ne s'est pas affiché, la demande évolue fortement et il faut qu'on puisse répondre à cette demande. Et donc, le vignoble du Languedoc, il doit pouvoir proposer un produit pour chaque segment de marché, avec un nom qui sera différent pour chaque segment de marché. On a commencé à travailler cette segmentation pour rester sur les trajectoires gagnantes de l'avenir, en fait. L'avenir, il est comment pour vous au CIVL? Vous le voyez comment? L'avenir, en fait, on a une belle perspective. On a un vignoble qui a monté, qui était capable d'évoluer le plus rapidement possible ces 30 dernières années. Donc on sait aujourd'hui que c'est un vignoble qui sera capable d'évoluer dans les 10 prochaines années le plus rapidement aussi, en fait. Et donc aujourd'hui, c'est à nous tous à repérer les bonnes tendances et à les prendre avant les autres justement pour se situer sur cette trajectoire qui sera gagnante. Serein, confiant? Oui, je crois, oui. On a les produits pour ça, on a les terroirs pour ça, on a les cépages pour ça. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci, ce sera le mot de la fin. Jérôme Villaret, vous pouvez remercier. Est-ce que vous souhaitez réagir, approfondir, poser une question, interpeller Jérôme? Monsieur. Je viens à vous. Bonjour. Bonjour. Jean-Marc Floutier, vigneron dans le Piémont-Cévenol gardois. Alors vous avez dit, j'ai vu l'évolution du vin baisse énormément. En contrepartie, la bière augmente. Alors, pourquoi cette différence? Deuxième point, je poserai 2 questions. La deuxième question, vous avez parlé de vous adapter au niveau des consommateurs. Et comment vous faites au niveau des appellations, puisque je parle au niveau des appellations, là, comment vous faites pour vous adapter? Les appellations, c'est un cahier des charges figé. Comment vous faites la segmentation? On commence par la bière, Jérôme. Alors sur la bière, en fait les industriels de la bière ont compris avant nous cette segmentation. Si vous voyez aujourd'hui, c'est plus la Kronenbourg qui se développe, c'est plus la Heineken qui se développe, mais c'est les bières d'abbaye, c'est les bières de terroir, c'est les bières, les petits brasseurs locaux. Il y a une bière qui se fait à Narbonne maintenant en fait. C'est ça qui se développe. C'est-à-dire que le consommateur, il veut plus la bière de marque classique qui a toujours le même goût tout au long de l'année. L'accro. Mais il va chercher la bière identifiée, la bière d'à côté. Il va chercher d'ailleurs souvent des bières qui sont beaucoup plus chères à l'achat en fait. Et c'est sur ces bières-là qui vont se développer. Et il va même faire découvrir à ses amis la bière qu'il a découvert la dernière fois qu'il est allé se promener en vacances ou la bière de son voisin qui est en train de s'installer brasseur dans son village en fait. Dans ce marché qui soit artisanal ou sur une dimension qui soit moyenne, c'est aujourd'hui un marché qui est un véritable marché qui concurrence la consommation de vin. Et oui, parce qu'en fait, l'estomac du consommateur, il a une dimension figée. Et en fait, si on regarde ce qu'on appelle ça la part de l'estomac, en gros, quelque part, le consommateur, il va boire un liquide. En fait, il boira de l'eau, du vin, de la bière, des jus de fruits, etc. S'il augmente sa consommation de bière, il baissera peut-être un peu sa consommation de vin. Donc, en fait, la bière n'a fait qu'utiliser les codes du vin pour pouvoir redécoller après des phases difficiles. Ils ont été en difficulté, ils ont perdu beaucoup de volume. C'est pas joli ça. Mais en cherchant de la typicité, de l'originalité, de la tendance, de la segmentation, ils sont en train de repartir à la hausse et peut-être un peu à notre détriment. Sur la deuxième question de monsieur par rapport à l'AOC, au cadre de l'AOC, qu'est-ce qu'on peut apporter, Jérôme, là? Déjà, le cadre de l'AOC tel qu'il est permet de faire des produits qui vont répondre aux segments qui sont à croissance. Donc moi, ce que je dirais, c'est que respectez le cahier des charges de l'AOC et vous ferez des vins qui répondent à la croissance des montées en gamme. Malgré ce cahier qui peut être lourd parfois, on peut l'entendre aussi. Oui, tout à fait. Et après, l'autre chose, c'est qu'il faut raisonner, à mon avis, globalement son entreprise, son exploitation viticole. Il y a des endroits, il y a des parcelles qui sont plutôt destinées à faire des petits rendements, mais celles-là, il faut qu'elles soient destinées à faire des hauts de gamme. Des parcelles qui sont plutôt destinées à faire des gros rendements, il vaut mieux qu'elles soient faites pour des entrées de gamme. Dans le passé, on mettait tout dans la même catégorie. En fait, c'est aussi peut-être de plus en plus de travailler plus en phase avec les différents segments de marché et peut-être de dire je ne fais pas tout en AOC, mais de faire en AOC que ce qui va être du haut de gamme. Dans la catégorie qui correspond à la catégorie de l'AOC, effectivement. Ouais. Merci Jérôme. D'autres questions? On remercie Jérôme Villaret qui va retrouver sa place tranquillement. Gérard Bertrand vient nous retrouver. Gérard, bienvenue ici. Merci. Chez vous, Gérard. Merci. En terre narbonnaise.